Et 9h10, fin de la matinale, début du débat du jour. Merci beaucoup à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur ce matin, qui reste là. Et Louis Dauphren, j'ai une question à vous poser ce matin. Allez-y. La vérité est-elle toujours convaincante? Je croyais que vous allez me dire la vérité si je mens. Non. La vérité est-elle toujours convaincante? On peut supposer que oui. La force de la vérité, la puissance de la vérité, vous n'y croyez pas? La puissance de la vérité, faut l'écrire. Dans ce cas, il faut changer de radio. Faut l'écrire sur les épreuves les copies de philosophie. C'était le sujet ce matin. Oui, très bien. Sur lequel plancher formulé comme ça. La vérité est-elle toujours convaincante? Ah oui, très très bien. Vous voyez, on peut le traiter le sujet. Pourquoi pas demain ou un jour qui vient? Ah oui, c'est vrai ça. On peut se dire, tiens, on va se prendre 1 heure pour traiter ce sujet de philo. Je vous laisse en tout cas débattre avec vos invités qui sont assez partants visiblement pour évoquer la vérité ce matin. Merci Pierre-Hugues et à demain. À demain matin 6h30. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Qu'est-ce que la vérité? C'est l'interrogation de Ponce Pilate, sur laquelle on peut donc beaucoup discourir, mais ça ne sera pas forcément l'objet donc de ce débat qui sera orienté actualité internationale dans un instant avec nos deux invités que je vais vous présenter, Sylvie Berman et Philippe Guibert. On parlera des relations Iran-Israël. Relations, c'est un mot un peu euphémisant. Emmanuel Macron qui va au Groenland et puis les enjeux du G7. Tout ça se mêle dans une actualité un petit peu commune ou se confond. On verra comment les choses se distinguent éventuellement. Avec Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France, qui a publié L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Talendier. Bonjour Sylvie. Bonjour. Philippe Guibert, essayiste, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonjour Philippe. Et bonjour Louis. Merci à tous les deux. On va commencer par ces images que l'on a vues d'Iran, d'Israël, de ce conflit qui semble évoluer, ou on ne sait pas du tout vers quoi il évolue d'ailleurs. Est-ce que les Américains basculeront d'un côté celui d'Israël contre l'Iran? Apparemment Donald Trump se montre assez pragmatique et prudent. Est-ce que c'est une première assertion qu'on peut vérifier avec vous, Sylvie Berman? Oui, tout à fait, puisque Donald Trump a été élu en particulier par sa base MAGA, justement pour ne plus avoir d'aventures, d'opérations militaires extérieures, sachant que l'Irak et toutes les autres, Libye également, ont été des échecs. Alors, en revanche, au sein du parti, il y a les néoconservateurs qui sont encore là et qui, eux, étaient favorables à l'époque, comme il le disait, à bombe de bombe, et donc à frapper déjà à l'époque l'Iran. Mais je pense qu'il est plus attentif à sa base MAGA. Et donc, il n'ira pas plus loin, même si l'Amérique possède des armes qui pourraient peut-être remporter ce conflit. En particulier ces fameuses bombes qui pénètrent le sol. La GBU 57, oui. C'est difficile de savoir pour le moment. Je pense Israël que la voudrait bien. Israël la voudrait bien. Je crois que beaucoup de pays seraient satisfaits et rassurés que le programme nucléaire iranien soit réduit à néant. Mais en même temps, une nouvelle opération militaire, c'est difficile à décider. Puis ça dépend comment les choses évolueront dans les jours qui viennent aussi. Philippe Guibert. Oui, c'est une guerre à la fois qui est l'aboutissement, qui est un des aboutissements du 7 octobre, parce que les Israéliens, et beaucoup de gens aussi avec, font quand même l'analyse que le Hamas n'a pu faire ce qu'il a fait, ce massacre, ce pogrom horrible du 7 octobre, que directement ou indirectement avec l'aide de l'Iran et du Hezbollah, qui était son bras armé au Liban contre Israël. Et donc, il était assez logique qu'Israël veuille remonter à la source de la volonté de déstabilisation de la région. L'Iran, depuis une dizaine d'années, a développé ce qu'ils ont appelé l'axe de la résistance, avec le Hezbollah au Liban en première ligne, et puis les milices chiites en Irak, et puis les Houthis au Yémen, etc. Et donc la guerre entre Israël et l'Iran était presque inéluctable. Après, il y a le choix du moment. Alors, le rapport de l'agence de la IEA rendu le 12 juin montrait clairement quand même une accélération de l'autorité nucléaire, de celle qui vérifie et qui contrôle le programme, notamment iranien en matière de nucléaire, était assez clair sur l'accélération du régime iranien vers un enrichissement du nucléaire pour aller vers le militaire, très clairement.
on est plus dans le flou sur la temporalité à laquelle le régime aurait pu accéder à l'arme nucléaire, mais le mouvement, l'accélération était claire. Et donc je pense que pour Netanyahou et pour les services israéliens, ça a été le moment de se dire, c'est le moment ou jamais. La convergence entre le fait de frapper finalement, comme ils disent, la tête du serpent qui a voulu déstabiliser Israël et combattre Israël le 7 octobre, et puis en même temps un risque qu'on ne pouvait pas prendre. Et comme vous le disiez, madame, effectivement, les pays dans la région sont pas très partants pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Après, il y a une limite à tout ça, je termine juste là-dessus, qui est que autant on peut comprendre une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, autant une guerre qui irait jusqu'au régime change, dans une logique néoconservatrice, pour faire tomber le régime. Les expériences passées en Irak, en Afghanistan, en Libye ou dans d'autres pays n'ont jamais marché. Et donc il faut faire attention, il faut aussi tenir compte de l'expérience d'un certain nombre d'interventions occidentales qui ont échoué gravement, comme vous le rappeliez. Donc l'assurance vie des mollahs, c'est en fait les échecs que vous avez soulignés, les échecs antérieurs. En fait, c'est ça. Peut-être si Trump reste sur la ligne que vous indiquiez, qui est de ne pas intervenir. Mais quand on rentre dans une guerre, il y a une logique propre, une dynamique interne qui fait qu'on ne contrôle pas exactement les évolutions et les étapes suivantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a vraiment... Alors, Sylvie Berman, allez-y, répondez peut-être, puis j'ai une autre question derrière, un peu plus militaire, mais allez-y, Sylvie. Oui, tout à fait. Bon, si on se souvient de la Libye, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a eu un mandat pour mettre en place une zone d'exclusion aérienne pour protéger les populations civiles, et ça s'est terminé par l'assassinat de Kadhafi, parce que c'est bien de cela qu'il faut parler. Et effectivement, le régime change. C'est d'ailleurs Vous aviez soutenu l'opération de Nicolas Sarkozy en Libye ? Alors, moi, j'avais été directrice des Nations Unies et ensuite j'étais nommée à Pékin. Et ce qui était intéressant, c'est que oui, si c'était une opération de protection, mais non si on ne respectait pas les termes de la résolution votée. Or, on ne les a pas respectés. Non. Et comme j'étais à Pékin, je me souviens qu'à Pékin, ils nous ont dit « Vous nous avez trompés puisqu'on s'est abstenu. » Plus jamais. Et on l'a trouvé. C'est ce qui s'est passé pour la Syrie. Et d'ailleurs, les Russes ont réagi de la même manière. Donc ça a discrédité l'ONU. Ça a discrédité pas tellement l'ONU, mais les membres du Conseil de sécurité, ceux qui sont intervenus dans cette opération en mentant. La Chine, justement, dans cet épisode Iran-Israël, quelle position peut-elle prendre, à votre avis ? Alors... Ce qui est intéressant, c'est que depuis la guerre en Ukraine, le monde s'est divisé en deux camps et que les Chinois, finalement, sans soutenir l'invasion russe et n'ayant jamais accepté l'annexion de la Crimée, néanmoins soutiennent la Russie. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle le Sud global, les grandes puissances émergentes qui sont aussi du côté de la Russie, ce qui fait que Pékin et Moscou, qui avaient d'excellentes relations avec Israël auparavant, finalement, ont plutôt soutenu le Hamas et, de manière plus générale, les Palestiniens, mais ça veut dire le Hamas aussi. C'est totalement opportuniste, bien évidemment, parce qu'ils reprendront leurs relations avec Israël, mais pour le moment, elles ne sont évidemment pas excellentes. Mais la Chine a plutôt de bonnes relations avec Israël aussi, mais aussi de bonnes relations avec l'Iran. Oui, tout à fait. Les deux, donc. Même mais vous savez, la Chine, la plupart du temps, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut trouver la paix. Elle ne s'engage pas vraiment. En avançant ses pions. En avançant ses pions, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que c'est la Chine qui avait orchestré la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Absolument. Pour des raisons purement commerciales, à cause de l'approvisionnement en pétrole. Et donc, la question du détroit d'Ormuz est importante pour la Chine. La Chine peut-elle parvenir plus à la paix que les États-Unis? En fait, a-t-elle plus d'armes, d'une certaine façon, d'armes diplomatiques, d'armes commerciales, d'arguments, pourrait-on dire, pour obtenir quelque chose de la part des belligérants que l'Amérique? Elle a déjà un argument vis-à-vis de l'Iran, puisqu'elle est effectivement un soutien de l'Iran, et que l'Iran, si j'ai bien noté, lui vend l'essentiel de son pétrole et de son gaz.
puisque pour contourner les sanctions que nous, occidentaux, nous mettons en place, en fait, la Chine achète les matières premières de l'Iran. Et donc pour l'Iran, c'est absolument vital, parce que je pense que, je crois avoir lu que c'était 10% de leur PIB, et c'est surtout des ressources pour l'État iranien qui sont, à mon avis, stratégiques. Et donc la Chine a au moins un point de pression, de discussion avec le régime iranien. Après, moi, j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, qui est où on est ce régime iranien. On est dans c'est une des questions majeures de cette guerre. Est-ce que le régime iranien est aux abois? Est-ce qu'il est infiltré de partout par les renseignements israéliens? Parce que pour procéder aux assassinats ciblés auxquels a procédé Israël, il faut quand même être très très bien renseigné. Puis on avait vu lors de la précédente vague contre le Hezbollah aussi que les Israéliens avaient à l'évidence des personnes à l'intérieur du système. Où est-ce qu'on est ce régime iranien? Est-ce qu'il a la capacité de tenir ou pas? Ou est-ce que, accessoirement, autre question qui va avec la première, le guide a 85 ans, il est très malade. Est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il a le leadership pour soutenir un régime qui est en grande difficulté, et à l'évidence, avec une population qui n'est pas massivement favorable au régime des mollahs? On se souvient ces dernières années de toutes les révoltes populaires en Iran, notamment autour de la question du voile, avec toutes ces femmes qui se dévoilent. Le régime a sûrement encore des soutiens, qu'il soutient par ses intérêts, par de l'argent, mais quand même la population iranienne n'est pas est hostile quand même globalement au régime des mollahs. Donc une des grandes questions, c'est est-ce que ce régime a encore de la ressource, et des ressources dans tous les sens du terme, ressources financières, militaires, politiques, ou est-ce que ce régime est quasiment à deux doigts de lâcher le pouvoir et de ne plus avoir la capacité à exercer le pouvoir? Et là, j'avoue que j'ai pas la réponse à cette question qui me paraît fondamentale et qui rejoint la question de la stratégie israélienne. Est-ce que la stratégie israélienne, c'est seulement d'abîmer le programme nucléaire iranien, ou est-ce que c'est d'aller jusqu'à pousser au changement de régime, avec tous les incertitudes et les interrogations que ça peut induire pour la suite? Sur ces deux points, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Pas de réponse, mais c'est des questions fondamentales. Je pense qu'on a un début de réponse, en tout cas, sur ce que souhaite Israël, parce que ça va au-delà de la destruction, ou en tout cas de l'affaiblissement du programme nucléaire, parce que ça, depuis des années, les Israéliens ont dit: nous ne tolérerons jamais l'accès de l'Iran à la bombe. Et pourquoi? Parce que l'Iran déclare depuis toujours qu'elle veut détruire Israël. Mais je pense que Netanyahou a en tête ce qui s'est passé au Liban, parce qu'avec l'assassinat de Nasrallah et la décapitation du Hezbollah, eh bien, en réalité, le Liban s'est un peu libéré de ce poids du Hezbollah, qui était un État dans l'État, et alors qu'il n'y avait pas de gouvernement, pas de président, il a pu élire un président et avoir un gouvernement, et le Liban peut fonctionner de manière plus normale, alors que c'était pas le cas depuis des années. Et en fait, Netanyahou a dit clairement quelles étaient ses intentions, puisqu'il a fait un appel à la population iranienne directement. Donc en fait, pour dire quoi? Pour leur dire de profiter de cette occasion pour se libérer de ce... Mais ça veut dire un appel à la révolution, alors? C'est un appel à la révolution. Enfin, il l'a formulé de manière plus subtile, mais en tout cas, l'intention est assez claire. Oui, il y a une idée de régime change derrière, mais non pas que ce soit Israël qui procède. C'est pour ça que la question du sort du guide suprême Khamenei se pose, parce que son assassinat serait une véritable intervention extérieure. Si en revanche, c'est la conséquence et que ça favorise des mouvements du peuple qui détestent ce régime, en particulier les femmes, les jeunes, mais ça dépendra aussi des conséquences de l'intervention israélienne, parce que s'il y a trop de victimes civiles, ça peut se retourner contre eux. Mais le premier jour, on avait parlé des conséquences, j'avais fait une conférence et j'avais dit qu'évidemment les Iraniens étaient furieux et allait réagir, et un Iranien m'a corrigé en disant non, je suis pas d'accord, c'est pas les Iraniens qui sont furieux, c'est le régime.
Parce que, voilà, tous les échos qu'on a, mais c'est souvent des Iraniens à Paris qui, bien évidemment, sont là pas par hasard, pensent effectivement que la population se réjouirait effectivement d'un changement de régime qui serait la conséquence de ces frappes. Oui, qui ne serait pas initié par Israël, parce que reprenons la Libye comme exemple, ou même l'Irak, à chaque fois que c'est une puissance extérieure qui a voulu renverser le régime et en installer un autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça tourne même à la catastrophe. La catastrophe en Irak a abouti au mouvement terroriste qu'on a connu, Daesh en particulier, et en Libye c'est le chaos plus total, d'ailleurs au détriment de nos intérêts à nous Européens. Avec des conséquences dans le Sahel, parce que le terrorisme s'est répandu en dehors effectivement de la Libye. Donc c'est clair que les conséquences ont été désastreuses. Le seul modèle, mais si c'est un modèle positif, c'est le Liban. Oui, avec le Liban que vous évoquiez effectivement, mais le Hezbollah n'était pas l'État légitime. Non, absolument. Et ça a permis en effet l'affaiblissement du Hezbollah, a permis aux autorités libanaises légitimes, à l'État légitime, de retrouver effectivement de l'oxygène et une légitimité plus forte. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'était pas un régime chef, c'était plutôt de restaurer un État qui était profondément affaibli par le Hezbollah pour que cet État retrouve un peu d'autorité. Et donc, oui, la difficulté des guerres, c'est là où il faut faire très attention, c'est que même avec de bonnes intentions, on l'a dit, le programme nucléaire iranien, un régime qui est détestable, il n'y a pas de doute là-dessus, même avec de bonnes intentions, ça peut tourner à la catastrophe, il faut faire attention. Alors, évidemment, la réalité est aussi que la diplomatie a échoué. C'est-à-dire que dans tout ça, Trump n'avait pas réussi. Pour moi, une des grandes leçons aussi. Mais le régime iranien est-il pire que le régime pakistanais qui a la bombe nucléaire, par exemple ? Oui, je crois. Enfin, je connais pas assez bien le régime pakistanais, mais juste d'un mot, excusez-moi, avant de. Moi, je trouve que ce qui révèle aussi cette affaire, c'est l'échec de la diplomatie et l'échec de Trump. C'est-à-dire que Trump est arrivé en nous disant vous allez voir, avec mon art du deal, je vais régler les problèmes en Ukraine et puis au Moyen-Orient. Et pour l'instant, 6 mois après, c'est pas qu'il ne les a pas réglés, c'est que les choses ont empiré. Voilà, donc il y a aussi un échec de la diplomatie. Il y avait des tentatives de négociation entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien, qui, à l'évidence, n'ont pas abouti, ou pas abouti dans des conditions satisfaisantes. Donc il y a un échec de la diplomatie, et donc une logique de guerre qui est très ambivalente et qui peut être aussi très dangereuse. Est-ce que cette logique de guerre visait à faire capoter ces négociations, justement ? C'est sûrement Est-ce que c'est lié ? Non, mais je pense que c'est lié. C'est pas l'intérêt des Israéliens qu'il y ait un accord diplomatique, parce qu'ils ne croient pas aux accords diplomatiques. Ils ne veulent pas que l'Iran, sous couvert d'un accord, dissimule la poursuite de son programme, ce qui a toujours été un petit peu le cas. Alors, cela étant, il y avait quand même en 2015 un accord qui avait été conclu, qu'on appelle le JCPOA, et que Trump a dénoncé pour une seule raison, c'est parce qu'il avait été conclu par Obama et que c'était nécessairement mauvais. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il essayait de mettre en place un accord qui était pratiquement le même, mais qui aurait été l'accord Trump. Cela dit, il n'est pas exclu, si le régime iranien est très affaibli, qu'on revienne à la table de négociation et que finalement il y a un accord entre les États-Unis et l'Iran. Peut-être une des meilleures sorties possibles de la situation. Philippe Guibert, Sylvie Berman. On va se quitter quelques instants. Les infos de 9h30. On retrouve le débat du jour autour des thématiques internationales, en particulier le G7 et Emmanuel Macron au Groenland. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Depuis la rentrée en septembre jusqu'à la fin de l'année, rien ne s'est arrangé. Votre enfant continue de décrocher. Comment remédier au décrochage scolaire ? On en parle justement ce lundi à 17h dans En quête de sens. Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie. Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison. Vous avez envie de changer de vie ? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie. La pause s'est faite en une journée. Hyper pro. La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE 01 42 11 03 03 01 42 11 03 03.
Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous. Les infos de 9h30 présentées par Cécile Mérieux. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Israël continue ses frappes à travers l'Iran pour la 4e nuit consécutive. L'armée israélienne divisée décide d'envoi de missiles après avoir bombardé la capitale, la ville sainte de Mashhad, ainsi que des installations militaires dans l'ouest. De son côté, l'Iran riposte par de nouveaux tirs de missiles. Plusieurs zones à Jérusalem ont été touchées par des missiles iraniens. Le gouvernement a annoncé que les mosquées, les stations de métro et les écoles allaient servir d'abri anti-aérien. Les dirigeants du G7 se réunissent au Canada, un sommet sur fond de crainte d'une escalade hors de contrôle au Moyen-Orient. Le sommet qui se déroule jusqu'à demain à Kananaskis, dans l'ouest canadien, est le premier depuis que le retour du président américain au pouvoir a fragilisé l'unité du club des anciennes démocraties industrialisées. Éviter les drames sera une priorité absolue pour tous, malgré les nombreux sujets de friction, des droits de douane imposés par Donald Trump à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron était au Groenland hier. Le président français a critiqué la volonté de Donald Trump d'annexer l'île Arctique. Il a exprimé la solidarité européenne pour ce territoire autonome danois lors de sa visite. Donald Trump a ordonné hier de nouvelles opérations anti-migrants dans les principales cités démocrates. Le président américain entend réaliser, je cite, le plus grand programme d'expulsion de l'histoire. À Los Angeles, le couvre-feu pour prévenir les violences et le vandalisme en marge des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump restera en vigueur pendant encore au moins 2 jours. C'est ce qu'a déclaré la mairie de Los Angeles. En France, l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur la définition du futur énergétique du pays. Les partisans de l'atome devraient s'unir pour réintroduire dans le texte examiné la relance du nucléaire supprimé en commission. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Sylvie Berman, ancien ambassadeur, et de Philippe Guibert, qui a été directeur du service d'information du gouvernement. Essayistes tous les deux. On va parler du sommet du G7, le premier depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier. On se souvient qu'en 2018, le G7 au Canada avait été marqué par un accrochage entre Donald Trump et Justin Trudeau. Ce n'est pas forcément facile, ces sommets du G7, dans la mesure où ils sont beaucoup observés, mais on peut se poser la question de savoir aussi non pas à quoi ils servent, mais quelle est l'influence réellement de ces puissances industrialisées déclinantes comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et dans une moindre mesure peut-être le Japon. Les natalités de ces pays en particulier sont très basses et puis les appétits des pays émergents sont très élevés. Sylvie Berman, est-ce qu'aujourd'hui il faut remettre en cause ce type de cénacle ? Sa raison d'être, en fait, a beaucoup évolué. Je crois que pendant des années, ils considéraient qu'ils étaient une forme de directoire mondial et que ce que décidait le G7 valait pour autrui. Je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, le G7 a été beaucoup affaibli face aux BRICS ou à l'Organisation de la coopération de Shanghai qui finalement recoupe la majorité du monde et surtout les BRICS, parce que même si c'est beaucoup moins homogène, bien évidemment, il y a une trentaine de candidats à l'adhésion. Donc le G7 n'est plus ce qu'il était, ça c'est clair. C'était resté néanmoins un club d'affinitaires, de like-minded, comme on disait autrefois, mais ce n'est plus le cas avec Trump.
parce que il est en désaccord avec un certain nombre de pays. Il n'a pas vraiment de respect pour eux. Vous faisiez déjà allusion à ce qui s'était passé en 2018. Et donc, je ne suis pas sûre que Trump va faciliter les choses aux autres membres du G7 qui attendent beaucoup des États-Unis, parce que malgré les échecs qui ont été évoqués, il n'empêche que les États-Unis restent la plus grande puissance du monde, et donc, de facto, Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde. Donc affaibli et divisé, mais toujours là, Philippe Guibert. Oui, mais je pense qu'effectivement, à condition de ne pas se croire un directoire mondial, comme vous le disiez, le G7 garde une utilité forte, ne serait-ce que par les relations interpersonnelles, qui en plus avec un président comme Trump sont très importantes. Et donc je suis sûr que cette réunion multilatérale va être l'occasion de plein de contacts bilatéraux, puisque Trump, qui effectivement est en opposition avec la plupart des autres pays, notamment européens, sur les questions commerciales, de libre-échange en particulier, Trump privilégie les rapports d'homme à homme. Il y a quand même un deuxième avantage, c'est que les questions économiques, commerciales, de libre-échange sont évidemment essentielles. Mais là, dans l'urgence, le fait que les pays qu'on va qualifier d'occidentaux, même s'il y a le Japon, ont quand même besoin de discuter entre eux de l'attitude à tenir sur les deux grands conflits qui nous occupent. Et qu'ils aient la possibilité d'en discuter directement avec Trump, me semble donc sans doute pas de décision à attendre de ce G7, mais un approfondissement des relations qui, dans le contexte, me paraît très utile. Dernière remarque, il y a quand même un aspect assez drôle dans ce G7, je trouve, c'est qu'il est accueilli par le nouveau Premier ministre canadien, alors que Trump avait multiplié les discours presque belliqueux à l'égard du Canada en disant vous allez être le 51e État des États-Unis, et que ce nouveau Premier ministre canadien, qui est du même parti de Justin Trudeau, doit son élection à Trump d'une certaine manière, parce que c'est un réflexe un peu patriotique canadien qui a suscité en retour un retour de flamme pour le parti de Justin Trudeau et de ce nouveau Premier ministre, alors qu'ils allaient droit à la défaite 6 mois plus tôt dans ces élections. Et donc la puissance accueillante, et le Premier ministre canadien qui accueille doit son élection involontairement aux initiatives et aux discours de Donald Trump. Je trouve que c'est assez drôle. Mais donc ça reste un club très utile de discussion, indispensable même. Mais que peut attendre Donald Trump de puissants, je le disais, qui sont quand même affaiblis, l'Allemagne, y compris d'ailleurs politiquement, c'est-à-dire dont on a du mal à voir la lisibilité de la politique, l'Allemagne, l'Italie peut-être un petit peu moins, avec Giorgia Meloni qui qui est la femme forte de l'Europe. Qui est la femme forte de l'Europe aujourd'hui, ce qui est quand même... Qui aurait imaginé que l'Italie fût un jour le personnage fort de l'Europe? Même le Japon, aujourd'hui, le Royaume-Uni aussi semble quand même très... Non pas effacé, mais qu'est-ce que peut attendre finalement Donald Trump de ces pays, Sylvie Berman? Alors, je pense que Donald Trump n'en attend rien. Je pense qu'il a d'ailleurs un certain mépris pour ses puissances. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il avait maltraité Trudeau. Il respecte un peu plus McCartney. Moi, je l'ai bien connu comme gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ah oui, il faisait partie de l'establishment britannique et c'était un des hommes les plus brillants à ce moment-là. Donc, il a une vraie compétence et solidité. Mais c'est nous qui attendons je veux dire, c'est les autres pays qui attendent quelque chose des États-Unis, en particulier la France, le Royaume-Uni, sur la question de l'Ukraine, puisque l'Europe voudrait obtenir davantage de sanctions. Les Européens vont aussi sûrement appeler à une paix au Moyen-Orient et à ce que les États-Unis fassent pression à cet égard sur Israël. Donc je pense que l'attente vient plus des autres pays que de Donald Trump lui-même, qui considère, il dit toujours, America first, only America first. Il n'y a que l'Amérique qui compte et il n'y a que lui qui compte. Vous avez raison, madame, mais je trouve qu'au bout de 6 mois de pouvoir, est-ce que Trump peut toujours raisonner comme ça? Alors, vous allez me dire, son ego est plus fort que sa réflexion. Peut-être que c'est ce que vous pensez, c'est possible, hein. Mais aujourd'hui, au bout de 6 mois, quels sont ses succès? Je parle sur la scène internationale.
international. Même en interne, d'ailleurs, la situation économique s'est plutôt dégradée. Et c'est en relation étroite avec les initiatives qu'il a prises de protectionnisme, de droits de douane. Donc Trump a sûrement le mépris que vous indiquez pour les dirigeants européens, etc. Mais l'attente n'est pas simplement... Trump ne peut plus faire l'abstraction de l'Europe comme il le faisait au moment de son investiture, ou dans son discours d'investiture, il n'avait même pas, je crois, cité l'Europe. Mais l'Europe est présente au G7 parce que ce sont des nations. Le G7, ce sont des nations, c'est pas l'Union européenne. Non, aussi, l'Union européenne est représentée en tant que telle. Et donc elle a une voix... Il y a le voix... président du Conseil et il y a le... Oui, mais il n'y a pas de vote de toute hein. façon, c'est un club. Donc, Et vous aviez raison, Louis, de dire que beaucoup de pays européens sont dans une situation politique affaiblie. La France, pour des raisons qu'on connaît bien, l'Allemagne, où la coalition a été très compliquée, en plus dans une situation où l'AfD est en progression, AfD soutenue par les Trumpistes. Bref, vous avez raison. Mais en même temps, entre la France et l'Allemagne, j'ai le sentiment que depuis l'arrivée du nouveau chancelier, les relations se sont renversées, qu'il y a une volonté d'avoir des idées, des propositions, des actions communes peut-être plus fortes qu'auparavant. Je pense que Madame Meloni, qui est effectivement est sans doute la chef de l'exécutif la plus stable aujourd'hui en Europe, ce qui est assez paradoxal pour l'Italie, s'est rendu compte aussi que sa proximité avec Trump ne lui apportait pas forcément autant que ce qu'elle pouvait espérer. Donc on peut juger aussi que les Européens ont un intérêt commun, quelle que soit leur divergence ou difficulté politique, à avoir un discours à l'égard de Trump sur les sujets essentiels qui peut se rapprocher. Ils ont une communauté d'intérêt peut-être plus importante qu'il y a 6 mois. Et donc, je trouve que ce G7 tombe bien. Alors, l'importance est renforcée par ce qui vient de se passer, le déclenchement de la guerre entre Israël et l'Iran, mais je trouve que ça tombe bien. Trump est, me semble-t-il, je sais pas madame, mais me semble-t-il beaucoup plus en position de faiblesse qu'il ne l'était le 20 janvier quand il a pris ses fonctions, parce que je ne vois pas de succès que Trump peut avoir. Il aime bien plastoner, son orgueil et son ego sont considérable, nous sommes tous d'accord. Mais pas beaucoup de résultats. C'est votre avis, Sylvie Berman? Pour le moment, non, il n'y a pas de résultats. Mais enfin, bon, ce n'est pas la fin de l'histoire non plus. Non, je pense que si jamais il y a un accord sur le programme nucléaire iranien, ça sera mis à son compte, même si c'est le résultat de l'intervention israélienne. Et pour l'Ukraine, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, parce qu'il n'empêche que s'il peut y avoir un accord, ça ne peut être qu'avec la Russie. Or, le seul qui a un contact avec la Russie, c'est les États-Unis, puisque les Européens n'ont plus grand contact et qu'on fait la paix avec son ennemi et pas avec son ami. Bien sûr. Donc, ce n'est pas, encore une fois... L'attitude des Européens vous semble exagérée? Non, exagéré, non. Ils ont une position qui est effectivement très claire en ce qui concerne l'Ukraine. Ils ont une position qui, sur le fond, est juste, mais qui est fondée sur le droit international, sur la morale. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faudrait que les Européens aient un contact aussi avec Poutine, c'est-à-dire que ce ne soit pas les États-Unis qui soient le relais des Européens. Donc, si on veut à un moment un accord, on peut certes continuer à aider l'Ukraine, mais il faudra bien à un moment discuter avec la Russie et ne pas laisser cela uniquement à Trump. Et vous seriez ambassadeur à Moscou encore, Sylvie Berman, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Quel retour feriez-vous au Quai d'Orsay et quelles paroles tiendriez-vous à Vladimir Poutine? Pour le moment, de toute façon, les Russes sont très fermés parce qu'ils ont le sentiment de gagner sur le terrain. Donc, vous savez, les accords, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'à un moment, la situation est mûre, parce que les Ukrainiens ont quand même la capacité de frapper sur tout le territoire de la Russie. Leur opération Toile d'araignée a quand même été un succès, même si ce sont des coups d'éclat et que ça ne modifie pas la guerre sur la guerre sur le front, mais en même temps, ça prouve qu'ils ont une capacité de nuisance très forte en Russie. Donc, c'est peut-être le moment pour la Russie de prendre ce que offrent les États-Unis, c'est-à-dire une forme de réhabilitation sur la scène internationale. Alors, dites-nous un petit peu, et tous les deux, dites-nous, parce que on se dit, pour négocier, il faut être en position de force, pas en position de faiblesse. La Russie est en position de force,
mais elle ne négocie pas. Et puis si on est quand on est en position de faiblesse, on dit bah oui, mais elle peut pas négocier parce qu'elle est en position de faiblesse et qu'elle a besoin d'avantages sur le terrain pour négocier. Donc en fait, on négocie jamais. Si, on finit toujours par négocier, mais il faut qu'il y ait un relatif équilibre, c'est-à-dire que certains, une partie considère qu'elle ne peut pas gagner davantage et que le risque est de perdre plus. Voilà, c'est au moment où cet équilibre se produit que la négociation peut aboutir, mais souvent ça a pris des années. Là, on est dans la 4e année de guerre et ce qui est quand même très long, si on rapporte à la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même considérable. C'est-à-dire que les armées aujourd'hui sont quand même extrêmement entraînées maintenant. Elles sont entraînées, mais fatiguées également. Et l'Ukraine a compris qu'elle ne pourrait pas récupérer les territoires perdus. C'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky parle de paix. Il parle de négociation. Donc, ce qu'il dit, c'est être le deuxième jour du G7. Oui, il sera au G7. Présent, avec d'autres pays, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Inde. Oui, tout à fait. Le club des Européens. Le club des Européens. Mais lui, il comprend parfaitement la situation, mais il veut quand même être en position de force, c'est-à-dire avec un soutien des Européens, si possible, des États-Unis également. La question que je me pose, et qui était la question qu'opposait Ampoli dans son match du Kremlin, est de dire est-ce que le régime de Poutine... Le match du Kremlin, c'est un roman. Hein. Oui, c'est un roman. Ce que vous vouliez dire, précisez-le quand même. Qui est inspiré par un personnage réel d'ancien conseiller de Poutine. Livre qui a eu un certain succès. Qui a eu un grand succès, qui est un livre remarquable, littérairement remarquable, et politiquement extrêmement intéressant. Et qui est-ce que le régime de Poutine peut se passer de la guerre ? C'est-à-dire, est-ce que la dynamique du pouvoir de Poutine peut se passer de la guerre, ou est-ce qu'il est forcément dans une logique comme certains régimes des années 30, fascisme, qui sont des régimes qui étaient dans une logique impériale, parce qu'une fois qu'ils avaient tué leurs opposants en interne, la logique était de faire la guerre à l'extérieur dans une logique de nationalisme agressif et impérialiste. Et donc la question qui se pose est quand même de savoir si Poutine n'est pas dans cette logique-là. Parce que je suis quand même très frappé de voir qu'il a un président américain qui lui a quasiment déroulé, ou qui lui a donné, avant même discussion, à peu près l'essentiel de ce qu'il demandait, Vladimir Poutine, et qu'à aucun moment il ne s'en est vraiment saisi. C'est-à-dire que là, il avait une opportunité, dans un rapport de force très favorable, de signer un accord qui aurait été favorable aux intérêts russes versus les intérêts ukrainiens et la souveraineté ukrainienne. Et je constate que à ce jour, il ne s'est pas du tout saisi de ces perches qui étaient énormes. Et il s'en est pas saisi à tel point que Trump, vous vous souvenez, s'est demandé publiquement, est-ce qu'il n'est pas en train de me rouler dans la farine ? Et donc, je me pose cette question sur le régime russe, de savoir s'il peut se passer de la guerre, si sa logique de pouvoir interne ne repose pas sur le fait que on doit toujours être en guerre parce que la Grande Russie est encerclée, que le complexe d'encerclement qui existe dans l'opinion russe est finalement le ressort de son pouvoir. Et si c'est vrai, si cette thèse est la bonne, alors à ce moment-là, la paix en Ukraine est difficile à envisager, parce qu'effectivement, tant que le rapport de force militaire... Vous avez raison, madame, de dire que l'opération Toile d'araignée était un succès ukrainien remarquable. N'empêche que territorialement, la Russie a continué de grignoter, pas de façon massive, mais enfin, ils tiennent bien leur position en Ukraine. Et tant que le rapport de force militaire n'est pas inversé, est-ce que Poutine aura intérêt à négocier ? C'est pas du tout évident au vu des 6 derniers mois. Comment voyez-vous l'état de l'opinion russe, vous, Sylvie Berman ? Alors, il y a un fossé entre les jeunes urbains et le reste de la population. Donc, les jeunes, en ont assez de cette guerre. Certains ont même manifesté au début de la guerre. D'autres sont partis. Beaucoup sont revenus en réalité, parce que c'est difficile de s'intégrer quand on est russe dans un autre pays. La majorité de la population et les gens âgés, c'est-à-dire qui sont des soviétiques à la base et qui étaient fiers d'avoir un grand pays et qui étaient à parité avec les États-Unis, sont derrière Poutine, d'autant plus qu'il n'y a plus aucune liberté d'information en Russie. Mais je crois que, si on résume, les Russes voudraient la paix, mais ils veulent gagner. C'est ça. Donc la Vous croyez victoire... qu'ils veulent vraiment la paix ?
La victoire, en fait, est assez facile à décréter pour Vladimir Poutine, puisque c'est un autocrate qui n'a pas d'opinion publique. Donc le jour où il décrète la victoire, la population se ralliera. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est la province du Donetsk, parce qu'il reste 30% à conquérir, et on a le sentiment que c'est ce que cherche à faire Vladimir Poutine avant, éventuellement, mais on ne peut jamais être certain, d'accepter un accord. Vous savez, à l'époque où j'étais en Russie, tout le monde disait que Vladimir Poutine, c'était une boîte noire. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne savait ce qu'il allait faire que à un moment où le crash, ou en tout cas l'événement l'objectif de guerre n'est pas simple à isoler. Non, absolument. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, au départ, c'était une opération spéciale. Il voulait décapiter le régime ukrainien et faire un régime change, lui aussi. Faire un régime change, mais pas. Il n'envisageait pas une guerre. Il n'était pas prêt complètement à faire la guerre, et on se souvient que les soldats avaient des uniformes d'apparat pour faire une manifestation 3 jours après. 150 000 hommes, c'était suffisant pour faire une pression ou pour faire une opération spéciale, c'était pas assez pour faire la guerre. Donc finalement, il s'est lancé dans une guerre totale, et la Russie, finalement, parce qu'elle a une profondeur stratégique supérieure à celle de l'Ukraine, a réussi à la fois à transformer son économie en économie de guerre, et également à conclure des alliances avec un pays comme la Corée du Nord. C'est pas ce qui était prévu au départ. Et à conserver des revenus en vendant son pétrole ou son gaz. Assis sur un tas d'or. Au sud global. Bien sûr, bien sûr. Le tas d'or des matières premières. On va justement peut-être d'ailleurs faire le lien avec le sujet à présent qui nous occupe, savoir le Groenland. Le président français Emmanuel Macron a critiqué la volonté de Donald Trump d'annexer ce territoire. Il a exprimé la solidarité européenne pour ce territoire autonome qui dépend du Danemark. Lors de sa visite de l'île Arctique, il y a beaucoup d'enjeux dans l'Arctique, en particulier sur les matières premières. En tout cas, c'est le premier président français à se rendre dans ce territoire arctique. Il est resté 6 heures avant de se rendre donc au sommet du G7 au Canada, dont on parlait précédemment. Que signifiait en fait cette volonté d'aller sur le terrain où J.D. Vance lui-même s'était rendu, Sylvie Berman, Philippe Guibert? Philippe? Oui, je trouve que c'est une initiative plutôt heureuse du président français, qui est une façon de préparer son arrivée au G7 et d'avoir les discussions qu'on évoquait tout à l'heure avec Trump, ou même si c'est pas conclusif, le fait de montrer l'intérêt stratégique pour l'Europe du Groenland me semble une bonne chose, une bonne entrée en matière du G7 dans le dialogue ou la confrontation avec Trump. Je suis toujours surpris, pardon, de faire une remarque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Europe ne cédera pas? Ça veut dire que s'il l'annexe, on fait quoi? L'Europe ne peut pas céder, sauf je sais pas, mais vraiment là, l'Europe ne peut pas céder. Enfin, vous voyez, tout l'enjeu est multiple. Il est celui des. Mais par quoi ça se traduirait si on ne cède pas? Par quoi ça se traduirait? D'abord, d'une part, je trouve que Trump a beaucoup baissé d'un cran sur ce sujet, là aussi, pour les raisons qu'on indiquait tout à l'heure, qui est que dans ses multiples initiatives autour du 20 janvier de son arrivée au pouvoir, certaines n'ayant pas très bien marché, il ne parle beaucoup moins du Groenland, à ma connaissance. On n'a pas vu des déclarations de Trump très offensives sur le Groenland ces toutes dernières semaines. Enfin, il en a dit beaucoup quand même, déjà. Oui, il en a dit beaucoup au départ. Mais à la fois, le Danemark a fini par se rendre compte qu'il fallait qu'il fasse attention. C'était un des pays les plus atlantistes, je crois. C'est-à-dire les plus proches des États-Unis. Et là, ils ont été complètement pris à revers. Et l'Union européenne a quand même une conscience des enjeux stratégiques du Groenland sur les terres rares, les enjeux sécuritaires. Mais ça, les États-Unis ont déjà une énorme base militaire au Groenland, et puis des enjeux écologiques qu'il y a derrière le Groenland. Donc l'Europe, là aussi, a été contrainte d'ouvrir les yeux sur ses intérêts. Au moins, Trump rend ce service aux Européens, et je trouve que l'initiative du président français est le bienvenu. Petite remarque de politique intérieure, je trouve... Emmanuel Macron est souvent, je trouve, ces derniers mois, prend des initiatives diplomatiques intéressantes, alors que sur la scène politique intérieure, je trouve qu'il est toujours à contre-temps et à contre-pied, et que ses interventions se soldent souvent par des échecs. C'est curieux, cette dichotomie entre l'activisme diplomatique, plutôt dans le bon sens, et une action politique intérieure qui n'a pas vraiment trouvé sa place dans la nouvelle configuration. Sylvie Berman.
Oui, en ce qui concerne le Groenland, je ne vais pas m'aventurer sur la politique intérieure, c'est pas mon domaine. C'est pour affirmer la solidarité des Européens et les intérêts des Européens face à Donald Trump. La première ministre danoise était présente d'ailleurs, alors qu'autrefois, c'est vrai que la question lui avait été posée peu de temps avant. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Paris et de Berlin ou de Washington? Et elle avait répondu de Washington, évidemment. C'est ça. Bon, aujourd'hui, il y a effectivement une prise de conscience et une distance. Et donc, voilà, c'est utile de rappeler cette solidarité, parce qu'il avait été reproché aux Européens, justement, de n'avoir rien dit quand Donald Trump avait évoqué la possibilité d'annexer le Groenland. Donc, voilà. Maintenant, sur la question, qu'est-ce qu'on fera ? On va pas faire la guerre aux États-Unis, on va pas envoyer des soldats à Washington. Les États-Unis iraient jusqu'à mais non, mais c'est toute l'intervention militaire. Non, mais justement, c'est toute la question. Mais cela dit, ils l'ont fait par le passé au Panama, par exemple. Oui, enfin c'était il y a longtemps. Et puis encore une fois, la base MAGA ne veut pas d'intervention militaire. Donc on ne sait pas, mais le simple fait, même s'il passe pas à l'acte, qu'il annonce qu'il pourrait le faire, finalement renforce les puissances impérialistes. Ça sécrète des anticorps. La Russie ou la Chine, parce que finalement ça valide leur position. Si les États-Unis, qui étaient le parangon de la démocratie et de l'ordre international, considèrent que c'est la loi du plus fort qui l'emporte, évidemment, ça favorise les autres, absolument. Finalement, Emmanuel Macron doit beaucoup à Donald Trump, parce que d'une certaine façon, s'il retrouve une forme j'allais dire de grandeur, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, d'aura international et de position, c'est finalement aussi parce qu'en face, il y a un personnage qui oblige à se positionner. C'est aussi ça. Vous n'avez pas entièrement tort, même si pour être honnête, je trouve que sur l'Ukraine, Emmanuel Macron... Il y aurait Joe Biden, par exemple, ce serait un peu plus difficile, non, pour Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron avait pris des positions avant l'élection de Donald Trump sur l'Ukraine, qui étaient déjà importantes. Mais vous avez raison, plus généralement, le durcissement de la situation internationale, l'ambiance guerrière qui y règne, renforce par définition le président français, où la pratique, autant que les institutions de la Ve République, donne quand même au président français une marge d'action qui n'est pas toujours courante dans les autres démocraties européennes. Je pense qu'un chancelier allemand est beaucoup plus dépendant du Bundestag pour prendre des initiatives, d'autant plus qu'il gouverne en coalition, est beaucoup plus dépendant des enjeux parlementaires pour avoir des positions diplomatiques qu'un président français qui a cette autonomie. D'ailleurs, vous remarquez, je termine par là, que dans le champ politique français, pourtant en pleine guerre civile froide, son action, ses déclarations sont pas extrêmement en pleine guerre civile froide. Attendez, expliquez-moi. On est dans une vie politique hyper polarisée, avec une absence de majorité, avec des gens qui s'engueulent à longueur de semaine, avec un spectacle au Parlement qui est pas toujours brillantissime, avec au congrès du PS ce week-end, on a un orateur socialiste qui a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Je dis pas qu'il a tort, mais vous voyez, c'est une tonalité. Le niveau de langage est assez bas. Le niveau de discours, en l'occurrence, je ne sais pas ce qui est le plus bas entre Mélenchon et l'insulte, mais vous voyez, dans ce contexte-là, dans une vie politique vraiment en pleine effervescence, je trouve qu'il n'y a pas de critique majeure sur les prises de position d'Emmanuel Macron dans le domaine diplomatique et militaire. Peut-être un peu du RN, peut-être, sur l'Ukraine. C'est peut-être le seul point. On va conclure sur ce point, à moins que Sylvie, vous ayez juste une remarque de 10 secondes à faire. Sinon, je vous remercie beaucoup tous les deux. Sylvie Berman, ancien ambassadeur à Londres, à Pékin, à Moscou notamment, et qui a publié « L'ours et le dragon ». Ça renvoie à la Chine. La Chine, c'est le dragon, et l'ours, c'est la Russie, avec une histoire d'une amitié sans limite, avec un point d'interrogation, faut-il le préciser. Philippe Guibert est essayiste, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci à vous.